Salut les rôlistes et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée à un jeu qui s'appelle Néphilim. Autour de la table, nous avons des passionnés de jeux de rôle pour lequel ou pour lesquels surtout Néphilim occupe une place très particulière dans le parcours. Que ce soit comme MJ ou comme joueur, ce jeu nous a marqué par la richesse de son univers, sa profondeur symbolique et peut-être aussi sa manière unique de faire vivre l'histoire avec un grand H à travers le prisme de l'ésotérisme. Alors, on a eu envie de faire cette vidéo pour partager cette passion, mais aussi peut-être pour rendre Néphilim plus accessible. Entre guillemets, on verra. Parce que c'est un jeu fascinant, parfois un peu intimidant, et on s'est dit si on peut aider d'autres rôlistes à y entrer plus facilement, à mieux le comprendre, alors ça vaut le coup. Et donc, ce soir, j'ai 2 invités d'exception, et je vais commencer par ordre alphabétique, par Baron, Los qui va pouvoir se présenter quelques instants. Salut Kylian, salut Carthage, salut à tous. Et ben moi je suis très très heureux d'être là avec vous. Je suis Baron Loss, qui est mon pseudo de MJ, mon vrai nom c'est Eric Loss. Et bien moi je suis compositeur et sound designer, essentiellement dans le domaine du jeu vidéo et plus largement dans l'audiovisuel. Je suis aussi musicien et conteur dans la compagnie du Manoir aux Histoires, qui est un duo que je forme avec ma compagne, Sélénis, et nous sommes des troubadours. Merci. Alors, je présente pour ceux qui regarderont, je présente le site, le Patreon de Baron Los, que vous pouvez trouver sur Patreon, justement, et aussi, la chaîne YouTube, sur lequel je vous conseille de regarder des petites vidéos de l'histoire des Néphilim, mais aussi, un actual play, T'en va la cruche à l'eau, qui est une introduction, on va dire, à l'univers de Néphilim. Donc voilà pour, les 2 sites pour présenter Baron Los et maintenant, je vais me tourner vers notre deuxième interlocuteur, Carthage. Si tu veux te présenter quelques instants. Bonjour, tout le monde, tous les rôlistes. Merci Kylian, merci, Baron Los, hein. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une petite conversation sur Néphilim, une passion, dans ma vie. Donc, je me présente, je suis MJ depuis 30 ans environ. Donc Néphilim a été un de mes premiers jeux, je suis développeur et puis, pendant la covid, il a bien fallu jouer. Je me suis dit: «Tiens, je vais apprendre un petit peu le développement web en plus». Et puis je suis tombé là-dedans, et puis j'ai rencontré plein de monde et je me suis remis, le pied à l'étrier sur Néphilim. Donc ça me permet d'allier, un petit peu ma passion de ce jeu avec, bien le développement informatique. Donc c'est super sympa. Et je montre à l'écran, ou alors je dis aussi que donc le système de jeu de Néphilim Legends, donc la dernière édition de Néphilim a été créée par Carthage et elle est disponible gratuitement et merci à Mnemos d'ailleurs pour avoir autorisé, la diffusion de ce système de règles et des compendiums qui vous permettent d'avoir tout, hein, les éléments de jeu. Merci Mnemos et merci à Carthage pour cela. Il y aura bientôt une V13. Il y Elle est aura près de chez moi. parce que j'ai posé la question il y a pas longtemps, est-ce qu'on peut avoir la V13 pour, sur Foundry V13? Et je vais commencer alors par une question, sur la motivation à parler de Néphilim. Alors on a parlé, on est des passionnés et je vais me tourner, vers, Baron Los pour cette première. Qu'est-ce qui te motive finalement à rentrer dans tout ce que tu fais autour d'ailleurs de Néphilim, hein? Parce que là, il y a une émission, mais tu as fait beaucoup de choses, du son, mais aussi, des histoires et donc qu'est-ce qui te motive à parler de Néphilim? Oh là là, attention, j'espère que vous avez 3 heures devant vous.
En 2 Moi minutes. déjà c'est ouais, moi c'est une découverte, énorme dans mon existence, Néphilim. Ça se passe en 92 avec la première édition. Alors faut dire que moi j'étais un passionné de jeux de rôle, mais j'ai un parcours assez singulier puisque ça a commencé, comme beaucoup, par les livres dont vous êtes le héros, enchaîné avec L'Œil Noir. Je n'avais jamais entendu parler de Donjons& et Dragons. Ou vaguement et puis finalement j'ai continué. Un jour, je lis tous les livres de Michael Moorcock, Stormbringer, enfin toutes les sagas d'Elric, Hawkmoon, Erekosé, et cetera et donc je suis passé de L'Œil Noir à Stormbringer et je suis en fait, l'homme d'un seul jeu moi puisque, j'avais pas de club ou alors, j'en avais pas connaissance autour de chez moi, donc je jouais avec des amis. Et donc ça a duré pendant plusieurs années avec Stormbringer, où je ne jouais qu'à ça et je masterisais que Stormbringer et d'ailleurs je n'étais même pas joueur sur d'autres jeux, malgré que j'entendais parler d'énormément d'autres jeux, hein. J'aurais rêvé de jouer à Rêve de Dragon, à Star Wars, à Pendragon, enfin à Maléfice. Hélas, j'ai pas eu cette possibilité et je crois dans les années 90-91, j'ai lu ce livre qui est devenu un de mes livres de chevet, Le Pendule de Foucault et quand donc est sorti ce truc étrange, ce livre bleu, qui était la première édition de Néphilim, où il était marqué en tout petit quelque part sur une page, si tu lis ceci, sache que les 9 gouvernent le monde. J'avais l'impression de découvrir le jeu de rôle, adapté du Pendule de Foucault et là, ça a été le coup de foudre absolu et depuis finalement, oui, ça va faire, 30 ans, je ne joue en tant que maître de jeu qu'à Néphilim. Avec des grosses, grosses coupures quand même entre-temps, hein, la vie, les enfants et puis surtout en fait ce groupe de potes, hein, qui se sont répartis aux 4 coins du monde et finalement donc des parties qui ne pouvaient plus se faire et faire découvrir Néphilim, en parler avec vous, pour moi c'est une joie, totale et absolue. Parce que ça c'est pour moi, dans toute la galaxie des jeux de rôle, de mon point de vue, le meilleur jeu de rôle de tous les temps. Mais, et je pèse mes mots. Ah, c'est dit. C'est dit et c'est entendu. Merci, pour cette présentation et je comprends mieux. J'ai mis la référence au pendule de Foucault là sur l'image, donc Umberto Eco, un livre fondateur, de cet univers ou en tout cas qui a certainement inspiré les auteurs à un moment ou à un autre. Carthage, Oh oui. quant à toi, je poserais la même question, sur voilà, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui à faire vivre quelque part une partie de la communauté, des joueurs de Néphilim et puis, d'avoir creusé, hein, cet univers parce que je sais que tu as fait beaucoup de campagnes, beaucoup de choses autour et voilà, la même question pour toi. Alors, on partage des choses communes quand même avec Baron Los, hein. Pareil, j'ai découvert la première édition il y a une trentaine d'années. Je suis tombé par hasard à Valence sur ce paravent, pierre de la première édition là. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est ce truc?» J'ouvre et puis là, je vois que ça parle un petit peu de la vie quotidienne. Disons, il y a une proximité entre le jeu et puis, ce qu'on vit et aujourd'hui, on dirait, qu'il y a une vérité cachée, derrière ce qu'on connaît, tous les jours. Et j'étais un fan d'histoire et j'avais, à l'époque, j'ai écouté toutes les comment je sais plus comment il s'appelle cet historien qui est mort aujourd'hui, mais avec une voix incroyable, il te racontait tout un tas d'histoires et je replonge dedans et Néphilim me raconte ses histoires, mais sous une autre version. Je découvre qu'il y a quelque chose de caché derrière et c'est ça qui me motive en fait, c'est une espèce de millefeuille Néphilim et plus on va chercher, plus on peut trouver des choses. C'est un millefeuille qui est complètement extraordinaire. Il y a des couches à en plus finir et aujourd'hui, je passe, du temps sur ce jeu pour explorer, pour apprendre en même temps et c'est fabuleux quoi, c'est sans fin Eh et ben, c'est sans fin et c'est le jeu de rôle ultime, disait Baron, Los. C'est sans fin, comme disait Carthage. Alors moi, je vais résumer en disant que Néphilim, ce n'est pas juste un jeu, c'est une expérience. C'est une plongée dans une autre lecture du monde, en fait et certainement fausse, hein, mais c'est une invitation à explorer les coulisses du réel à travers des symboles, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire cachée, l'histoire réécrite, l'histoire invisible et des quêtes spirituelles, ce qui a mené quand même l'humanité depuis pas mal de temps, sur un certain nombre parfois d'erreurs, peut-être de réussites
et donc c'est un jeu qui a toujours éveillé ma curiosité à créer des parties, bien entendu, OK, à proposer une forme de narration un peu particulière et c'est un jeu qui mérite d'être discuté, partagé. Autant il y a des jeux sur lesquels on parlera, hein, ce qui différencie, Nephilim des autres jeux un peu plus tard, mais chacun a sa vision de Nephilim et c'est encore plus marqué dans ce jeu-là et même les auteurs, j'imagine, ont des visions différentes et donc moi, je me retrouve sur Umberto Eco, je me retrouve sur le dictionnaire des symboles que je m'étais alors je vois tout le monde hocher la tête, hein, autour de la table parce que c'est, je pense, quelque chose qui, dans les années 90, on a dû acheter ou trouver et donc c'est l'amour du mystère, mais aussi l'amour d'un mystère qui est, finalement, un faux mystère parce qu'il y a pas de il y a pas de, on va dire de choses, si occultes que ça dans Néphilim puisqu'on peut les découvrir et les Néphilim, ils savent, heu, parfois une certaine vérité. Donc oui, moi, c'est, un jeu initiatique et avec ça, j'ai beaucoup progressé. Je veux dire que la personne que je suis aujourd'hui, en termes de voilà, de personne professionnelle et personnelle, je dois une part à ce jeu, avec un peu d'humilité, bien sûr. Oui, oui, attends, je peux me permettre, c'est exactement ce que tu dis, c'est un jeu initiatique. C'est un jeu sur la mémoire, sur la transformation, sur le rapport au sacré, au symbole et c'est un de ces, rares jeux qui vous habitent en fait, longtemps après la partie. On va peut-être parler aussi de la manière, nous, qu'on a de masteriser ce jeu et heu et c'est important de l'évoquer ça parce que juste sur la création des personnages, dans la première édition, il y avait, vous savez, le portrait chinois et moi, je me suis toujours amusé, en fait, à créer les personnages en demandant aux joueurs d'abord de dresser leur portrait chinois et en commençant par, l'élément avec lequel ils avaient le plus d'affinité et souvent ce qui était assez, étonnant d'ailleurs et je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des logiques qui nous dépassent, c'était souvent l'élément qui était, en fait celui de leur signe astrologique et c'est là où en fait on se rend compte que quand on commence à jouer à Néphilim, mais en entrant comme ça un petit peu dans cet univers, de symboles, d'ésotérisme, d'occultisme, quand on met le doigt dedans tout à coup on part sur un voyage qui est peut-être, aussi, comment dire? Un voyage intérieur, un voyage vers soi. Parce que je pense en fait que quand on joue à Néphilim, même si quelque part on va choisir peut-être un élément qui est très éloigné de celui avec lequel naturellement on aurait plus d'affinité, je pense en fait que, c'est notre moi qui est sublimé à Néphilim. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle ça? Heu, alors, heu, alors oui et quelque part, non. Alors je m'explique sur le non. C'est que personnellement, j'ai toujours essayé de mettre, les joueurs dans des éléments qui pouvaient un peu les sortir de leur soi. Mais voilà, c'est une approche et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on du coup, on peut avoir des approches différentes du jeu. Tu sais, ces fameux joueurs qui jouent toujours le nain dans DD5 parce qu'en fait, c'est sa zone de confort et puis, bah, il aime bien jouer le nain un peu, voilà, bourru et peut-être, qui aime l'alcool et la bataille et qui le jour où tu lui mets un elfe, waouh, il va se demander, ce qu'il est en train de faire et Nephilim, je trouve que c'est l'occasion justement parce de de jouer des personnages déjà qui sont pas du tout nous. C'est impossible de jouer un Nephilim. D'ailleurs, c'est peut-être une des difficultés du jeu. Comment jouer? On n'a toujours pas dit ce que c'était Néphilim. Peut-être qu'on va décrire avant de dire. Mais, comment jouer ce type de personnages qui sont en fait des êtres multimillénaires, avec une sapience qui nous dépasse nous complètement, qui utilisent de la magie ou des arts magiques. C'est quasiment impossible et pourtant on essaie de toucher du doigt et donc oui, on va jouer quelque chose qui est différent. Mais justement, on va peut-être aller sur, heu, un petit exercice de style pour chacun qui serait que comment on décrirait l'ambiance et les thèmes à quelqu'un qui ne connaît pas Néphilim? Puisque je pense que c'est important qu'on cadre bien
ce dont on va parler. Alors, bien entendu, on va juste toucher du doigt, hein, puisque Nephilim, c'est un grand jeu qui a un lore très, très important. Et donc, je commencerai par la question: comment on décrirait l'ambiance et les thèmes du jeu à quelqu'un qui est novice, hein, qui connaît pas, hein? Et finalement, c'est peut-être en 1 ou 2 phrases, comment on va lui dire: «Tiens, voilà ce que c'est Nephilim». Et peut-être, question optionnelle, mais ou subsidiaire, qu'est-ce qui différencie Nephilim des autres jeux de rôle pour un rôliste qui pour lui expliquer peut-être par mise en abîme, ce que pourrait être Nephilim. Et donc je proposais à Carthage, si tu veux bien, Carthage, de prendre ces 2 questions dans l'ordre que tu veux et nous donner, ta vision. Alors c'est une question qui est qui est pas simple du tout, hein. C'est super vaste. Alors pour moi, heu, ça part de la proximité d'aujourd'hui et en fait, c'est un jeu occulte, c'est un jeu à secret et c'est un jeu qui peut, diverger dans plein dans il y a une foule d'opportunités pour, jouer vraiment comme on veut. Donc je dirais que c'est avant tout un jeu à secret et occulte et c'est une quête initiatique, comme tu disais, des personnages, mais peut-être aussi des joueurs qui vont apprendre en même temps que leurs personnages et c'est ça qui est sympa, c'est que tu évolues. Le lore est tellement riche que en tant que joueur, je pense et en tant que MJ même, tu vas apprendre des choses, tu vas te construire de plus en plus un monde et cette proximité avec notre monde fait que tu crées des liens assez facilement et aujourd'hui, on dirait, tu es peut-être un peu complotiste. Tu vas chercher aujourd'hui des explications dans notre quotidien, heu, une explication occulte et du coup, tu vas te faire des histoires et tu vas te raconter des histoires tout seul. Ça arrive assez souvent aujourd'hui que, en regardant des news, je me dis: «Tiens, ça c'est un coup des Templiers ou c'est un coup de telle société secrète» et en fait, c'est le MJ, la création qui est là et qui prend le pas et je me dis: «Ça, ce serait bien dans mon histoire». Voilà, donc tu peux te nourrir en fait, c'est un jeu qui se nourrit du quotidien et après, pour donner j'ai repris un peu des livres là. En ce moment, je fais jouer une grosse campagne et c'est vrai quand tu lis par exemple l'histoire de la campagne, ça commence il y a 25 000 ans, il s'est passé ça. Aujourd'hui, la conclusion c'est que et tu te dis, c'est l'histoire a cheminé pendant 25 000 ans avec tout un tas d'étapes, des rebondissements, donc c'est super riche et du coup tu vas gratter et je pense ce qui fait peur en tant que joueur et MJ, c'est que ce lore est tellement vaste que tu peux t'y perdre. Mais faut pas avoir peur justement. Il faut, je pense, c'est un appel, mais il faut pas se dire: «On va tout appréhender». Non, tu vas piocher ce qui t'intéresse. Quand tu vas au restaurant, tu vas pas manger tout ce qui est au menu, tu vas choisir ce qui t'intéresse et puis le coup d'après au restaurant, tu vas prendre un autre plat que tu pas mangé. Donc je vois un peu ça comme ça, Nephilim, tu vois? C'est Tu c'est picores. c'est hyper Ah, c'est ça. intéressant, cette, métaphore, ésotérique, du restaurant. On en reviendra sur effectivement la difficulté du jeu de Nephilim et on reviendra sur ça parce que je pense que c'est hyper intéressant. Je me permets de prendre la parole, de m'auto, pas donner la parole pour essayer de répondre à cette question. Moi, je vais résumer, enfin, c'est pas facile à résumer. Alors Nephilim, c'est pour moi un jeu, alors qui a toujours été appelé un jeu d'enquête occulte, contemporain, c'était ça, hein, la première édition, la deuxième, français, et c'est un jeu français où les joueurs vont incarner alors des esprits immortels qui sont liés aux éléments, 5 éléments, mais vous verrez, il peut y avoir plus d'éléments que les 5 traditionnels. Ils se réincarnent, ces esprits immortels à travers les âges dans des corps humains. On est un peu sur, une espèce de vampirisme, hein, quand même, derrière cette réincarnation, et on va plonger dans une version occulte de notre monde. Parce que c'est pas notre monde. C'est quand même une version un peu, enfin, plus que romanesque, occulte, où l'histoire, la magie, les sociétés secrètes se mêlent. C'est plus prégnant dans cet univers que dans le nôtre, je pense, avec une ambiance qui est plutôt mystique, plutôt symbolique, profondément initiatique, hein. Je reviens sur ça, je suis un peu lourd avec, ce truc-là, d'initiatique, et puis, chaque personnage, donc chaque Néphilim va poursuivre une quête spirituelle. L'agartha, pour atteindre l'agartha, on en reparlera de ce mot-là, en affrontant bien entendu des forces humaines ou, autres Néphilim qui cherchent à les contrôler, à les détruire, à les maîtriser, et donc c'est assez unique, et alors c'est là où moi je répondrai à cette question: en quoi finalement c'est différent? On est sur un jeu de rôle qui est unique par son approche de l'occultisme. Il a été plusieurs fois copié, jamais égalé. Voilà, c'est bon, j'y vais. Parce que la richesse de son lore, c'est Néphilim, c'est un voyage à la fois intérieur, historique, magique,
il y a tellement de contenu, ça peut faire peur et je suis complètement d'accord, mais c'est ça aussi la richesse, du jeu. Voilà et je m'arrête là et je passe la parole à Baroulos. Ah oui, bah, vous avez quasiment, tout dit. Moi, ce que je peux ajouter, en fait, c'est que tu as parlé tout à l'heure, là, sur ma chaîne YouTube, j'ai, ce scénario d'initiation qui s'appelle, «Tant va la cruche à l'eau», qui était, un scénario qui était, dans un vieux casus belli, ça doit des auteurs eux-mêmes, hein, du jeu et les joueurs, ne connaissaient pas du tout cet univers et donc il a fallu que je leur explique et c'est pas simple, un petit peu ce que c'était que Néphilim justement et en créant leur personnage par étapes, c'est comme ça quelque part qu'ils ont pu découvrir, quel j type de personnage ils allaient jouer. Qu'est-ce que c'est qu'un Néphilim? Donc en dressant leur portrait chinois, hein, si tu étais un élément, si tu étais une couleur, si tu étais, une œuvre d'art, un un phénomène naturel. Ils ont petit à petit comme ça découvert en fait, l'élément auquel ils allaient, être liés et surtout ça leur a permis de comprendre en fait que quand tu joues un Néphilim, tu ne vas pas jouer un humain qui est possédé par une obscure entité, surnaturelle, mais tu joues bien et c'est toute la nuance, une entité surnaturelle multimillénaire qui incarne un humain. L'être humain là est quasiment, enfin est secondaire. Totalement relégué un peu à la justement, de façon analogique à la manière de la manière que le Néphilim incarne les humains, ils relèguent leur conscience, leur âme, leur esprit, dans les tréfonds de leur subconscient, quoi. L'être humain n'a plus aucune prise, sauf à certains moments quand, il y a ce qu'on appelle, les phénomènes d'ombre, où tout à coup, parce qu'il y a un mauvais jet de dés, l'être humain se réveille, reprend le contrôle et là, c'est la panique pour le joueur parce que il ne peut plus contrôler son personnage. Mais donc ça déjà, c'est vraiment la chose à comprendre. On joue une entité surnaturelle qui incarne un humain et non pas, l'inverse, hein. Et ce qui peut être assez, effrayant ou vertigineux effectivement au niveau de ce background, c'est que le background de Néphilim, en fait, on n'est pas là dans un univers qui a été inventé par, un auteur ou un groupe d'auteurs. Je sais pas, je peux citer Lovecraft, hein, L'appel de Cthulhu, c'est Lovecraft. Star Wars, c'est George Lucas. Le Seigneur des Anneaux, c'est Tolkien. Le background, le lore de Néphilim, c'est toute l'histoire, la mythologie, les légendes de l'humanité. Et donc, on a une manne d'imaginaire, on a une source d'imaginaire qui est, infinie, j'ai envie de dire quasiment. Parce que, le Néphilim a traversé, des époques jusqu'avant l'Atlantide. On peut même remonter au ce qu'on appelle, dans le jeu des cycles basaltiques. Quand un caïm, avant d'être un Néphilim, était un caïm de l'eau, il circulait dans les champs magiques de l'eau, dans la mer ou dans les ruisseaux ou dans le petit, ru qui court dans la forêt, ou le Néphilim du feu était, présent dans le magma de la dans la sous la croûte terrestre, donc voilà, ça peut remonter aussi loin. Mais ils ont traversé des époques comme, je sais pas, les cathares, dans le sans suivre un ordre chronologique, la Grèce antique, le Moyen Âge, ils ont vécu, incarnés dans des humains, ces époques-là et tout donc le background, ça va être non seulement l'histoire, la mythologie et cetera, mais évidemment cette espèce de valeur ajoutée étrange, fantastique, fascinante, que sont les sciences occultes, l'ésotérisme, le surnaturel en général et on va jouer avec tout ça. C'est toute cette matière, en fait, qui compose Néphilim qui est aussi vertigineuse que peut l'être tout l'imaginaire humain dans son ensemble, hein. Ça comprend vraiment, les mythologies, pas seulement en Europe, hein, même si, Néphilim, c'est vrai, on commence, la plupart du temps, ça se passe à Paris ou en France, mais ça peut tout aussi bien se passer, en Asie, en Amérique, sur toute la planète, voire même ailleurs, hein. Mais bon, ça faut on peut pas trop en dire, hein. Donc voilà un petit peu la manière, de décrire ce lore et pourquoi il est si fascinant, quoi. Et ben, on a eu pas mal d'infos, alors on va pas arriver en 2 minutes à décrire tout le lore, hein, mais peut-être que je vais proposer, à chacun de donner 2 ou 3 points, du lore qui, les fascinent le plus. Au sens, vraiment le truc peut-être qui les a attirés, les fascine et qu'ils utilisent peut-être chaque partie, je ne sais pas, mais qui en ferait, le sel, du jeu. Et Baron,
comme Baron Lost, comme tu parlais, je te laisse la parole pour continuer sur ta lancée, sur ces deux trois points de fascinants du lore. Ah ouais, purée, c'est pas Il faut faire facile des parce que choix. tu me demandes de ouais, tu me demandes de choisir 2 parmi, une centaine, on va dire, si ce n'est plus. Heu, Par où commencer? Heu, alors, moi, j'ai envie de parler, en fait, de ce moment où quand j'ai commencé à jouer, on vivait dans un monde où il n'y avait pas internet, pas de GPS, pas de téléphone portable. Donc quand il s'agissait de faire des enquêtes, comme la fameuse enquête sur le souffle du dragon, hein, que tu, connais bien, Kylian. Ou quand il s'agissait d'enquêter sur Prague dans l'Assemblée du Seuil, cette immense campagne, l'Assemblée du Seuil, eh bien, on n'avait pas d'autre choix que d'aller chercher des livres à la bibliothèque ou de s'acheter des guides de Prague ou de la Bretagne, et cetera, des légendes arthuriennes et alors que bon, maintenant évidemment, toutes ces sources, on les trouve, sur internet et cette découverte en fait, tu as parlé tout à l'heure du dictionnaire des symboles, c'était le livre qui était, présent sur la table pour chaque partie, hein, que ça se passe, en Bretagne ou à Prague ou ailleurs, le dictionnaire des symboles. C'est-à-dire que le thème général peut-être moi qui me, fascine le plus, d'abord en premier, c'est la symbolique, le symbolisme dans les films et ce qu'on appelle d'ailleurs dans les films l'analogie. C'est-à-dire que cette capacité qu'on peut avoir à, interpréter des symboles et comme évidemment, comme tout symbole, en fait, il est libre d'interprétation et il peut, chaque être humain peut imaginer une infinité d'interprétations à un symbole et dans des films, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que cette quête initiatique que vit le personnage, mais que vit aussi le joueur à travers les découvertes, qu'il va faire sur l'histoire, puisque ça se fonde sur une histoire, l'histoire réelle, la grande histoire. Heu, il va faire des recherches mythologiques, il va faire des recherches dans les légendes. Et il y a cette part de symbolique qui toujours nous rappelle à nous-mêmes et à notre propre cheminement, à notre propre, j'ai envie de dire sentier lumineux, à notre propre quête initiatique et finalement à toutes celles de l'humanité. Toutes celles de l'humanité qui composent et on le voit en fait dans, toutes les mythologies. Il y a un fond commun et qui est, finalement que l'être humain cherche à toujours à quelque part à élever son esprit, à s'affranchir un peu de sa, de son comment dirais-je? De son humanité, son héritage simiesque et pour s'élever quelque chose de plus lumineux et dans Néphilim, cette quête-là, elle a un nom. Ça s'appelle l'Agartha. Un Néphilim déjà, il faut savoir qu'en hébreu, ça veut dire les déchus. Ce sont, en fait, un petit peu cette symbolique, cette histoire des anges déchus, puisqu'ils ont chuté à l'époque de l'Atlantide et c'est à ce moment-là, pour plusieurs raisons, qu'ils ont quitté leur état naturel de Caïm, des êtres purs, élémentaires, pour, bah, par cette malédiction, devoir s'incarner dans des humains. Et toute leur existence va être, par, la suite, à travers les âges, à travers les siècles qu'ils vont traverser, de retrouver cet état d'être, de Caïm qu'ils avaient à l'origine. Et cette quête pour les Néphilim, elle a un nom, c'est l'Agartha et évidemment chaque Néphilim a sa manière de concevoir l'Agartha. Alors on sait que, il y a dans Néphilim un lore très puissant autour des arcanes majeures, hein, qui sont celles du tarot. On sait que l'arcane majeur du monde, l'arcane 21, ce serait un peu ce mythe pour les Néphilim eux-mêmes, d'autres Néphilim qui seraient devenus des Agarthiens. Et donc voilà, j'aime bien ce parallèle entre la quête personnelle, la quête de l'humanité, qu'on retrouve de façon totalement sublimée, totalement magique et vraiment avec, une possibilité d'imaginaire, infinie, qu'on retrouve chez les Néphilim et c'est pour ça que je disais que quelque part, heu, on finit toujours en tant que joueur à jouer un Néphilim qui nous ressemble beaucoup. Mais, alors peut-être que Kylian, tu me diras si toi effectivement tu connais des joueurs qui ont joué vraiment à l'inverse de ce qu'ils sont au fond ou si avec le temps, sur un temps long, dans une campagne, ils n'ont finalement pas été rattrapés par eux-mêmes, tu vois? Voilà. Eh ben Donc j'ai dit le merci. symbolisme et la quête. Et la quête, symbolisme et la quête. Alors j'ai montré, le dictionnaire, des symboles qui est un classique et que, Incontournable.
incontournable et que maintenant vous trouvez sur internet, facilement aussi, mais c'est ça la magie de la modernité. À l'époque, il fallait qu'on lise, en détail et Carthage, qu'en est-il de toi? Quels est finalement les 2 éléments du lore qui te fascinent le plus? Alors, Baron ça a raconté pas mal de choses qui me fascinent, donc je vais essayer de rajouter, de compléter en tout cas. Effectivement, un des une des choses qui me fascine et aussi qui est un puissant outil narratif dans les films, un outil narratif incroyable, c'est, cette déchéance, se concrétise en fait par une perte de mémoire. Donc ce qu'on appelle dans le jeu des effets mnemos, qui est des souvenirs qui peuvent, revenir, une espèce de résurgence du passé et du coup, à tout instant dans le jeu, tu peux te dire: «OK, là tu te souviens, tu étais à Carthage». Ce qui me fascine dans le jeu, c'est que ton personnage peut prendre un virage incroyable. À un instant donné, il est dans la rue, il fait du shopping, je sais pas, n'importe quoi et il va chez un magasin, un antiquaire, il trouve une épée et là, d'un seul coup, il y a un effet mnémos, un souvenir incroyable lui revient et il se dit: «Cette épée, ça ressemble à l'épée que j'ai maniée pendant la guerre de Troie, c'est dingue» et là, tu rebascules et tu peux faire jouer une campagne complète sur la guerre de Troie ou ce que tu veux. Donc ce qui me fascine dans ce jeu, c'est cette puissance narrative que tu peux utiliser en fait, et qui est liée en plus, à cet état d'être de Néphilim quoi. Tu as perdu quelque chose et tu essaies de le regagner et quelque part tu vas le rejouer, tu vas essayer de reconquérir ce que tu as passé. Après, ce qui me fascine aussi, le deuxième point, c'est que bien qu'on soit des immortels complètement, qui ne soient pas du tout humains, qui aient rien à voir, tous les thèmes sont très anthropocentrés quoi quand même. Heu L'histoire de Néphilim commence par un génocide. Donc bref, ça commence assez mal quand on lit, quand on lit l'histoire et il y a plein de moments où il y a des guerres. En fait, c'est très des luttes d'ego, il y a des luttes de pouvoir. C'est tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société et qu'on peut transposer dans le monde de Néphilim assez facilement, en fait. Tu parlais tout à l'heure des arcades majeures avec des visions totalement différentes de l'Agartha. Certaines sont complètement antagonistes, certaines du coup, livrent des luttes un peu feutrées. Donc tout ça, en fait, moi, je suis fasciné par, l'espèce de transposition qu'on peut faire, en fait, dans ce monde et du coup, y mixer la symbolique, tout ce que tu as raconté, quoi. Donc ça enrichit d'autant plus, le jeu, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est l'effet mnémos et la proximité, en fait, avec notre monde. Parce que tu peux nourrir ton jeu avec tout ce que tu avec toutes les actualités, l'histoire, limite, c'est sans fin, quoi. Excellent. Très Ouais. intéressant et alors moi, il faut que je me pose la question moi-même et vous avez dit, l'essentiel, mais je vais rajouter 2 choses. Hem, la 1re chose, c'est la magie. On n'a pas parlé trop de magie pour l'instant ou de sciences occultes comme, ils les disent exactement, puisque la magie est une des sciences occultes. Il y a la magie, la kabbale, l'alchimie. Il y a d'autres, magies. On va pas les dévoiler là, car il faut laisser des mystères à tout ça. Mais on les 3 grandes magies sont, les 3 grandes sciences occultes sont celles-là. Et ça c'est marrant parce que la première fois que j'ai ouvert, Nephilim, je pensais que c'était on jouait des magiciens. Et on joue, des magiciens quelque part qui utilisent quelque chose qui n'est pas de la technologie, mais la magie. Et je trouve que, un point qui est fascinant dans ce jeu, c'est qu'ils ont exploré des magies complètement différentes des sciences occultes, pardon, il faut que je sois quand même, précis. La magie primitive, la magie élémentaire, la kabbale qui est là, on est sur la religion, l'arbre de vie, quelque chose qui est assez proche, voilà d'une pour nos collègues, judéo-chrétiens, ça leur parle. Il y a Jésus dedans, il y a voilà, la Torah et puis l'alchimie, qui est plus moderne dans la vision de l'univers Néphilim, mais qui est en fait très ancien, puisque le Lion Vert ou les autres membres de la on va dire l'alliage, enfin l'alliance qui a créé ça, le traîne depuis, voilà le glorieux alliage, le traîne depuis quand même des millénaires dans l'univers de Néphilim et puis arrive à ça émerge à un moment donné, avec, en plus des approches qui sont différentes et qui vont caractériser le Néphilim. Parce qu'un Néphilim qui fait de la chimie, c'est pas le même, même si c'est le même élément, même la même métamorphe, c'est pas le même que celui qui fait de la magie. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant, assez fascinant
moi, j'ai horreur de l'alchimie. J'arrive pas à voir comment on joue cette science occulte. C'est un truc, je sais pas, ça me dépasse, mais je sais que certains de mes joueurs adorent ça et j'adore la cabale, parce que je trouve qu'il y a un chemin, initiatique. Je reprends ce que tu disais, ben, sur la recherche de l'unique, dans Dieu, enfin et cetera. Bon, encore, on va garder les secrets, bien sûr. Et voilà, donc la magie, ça pour moi, c'est important. Et puis, je vais en donner un deuxième qui va compléter le tout et je vais parler, des guerres occultes. Parce qu'il y a un sujet d'affrontement, hein, permanent, de trahison, de mixité entre les humains, les Néphilim, dans une guerre permanente qui est occulte, guerre occulte. Il y avait cette histoire du voile occulte à un moment donné dans une ancienne édition qui a disparu. En gros, c'était quelque chose qui permettait que le commun des mortels ne voit pas la réalité des Néphilim et des guerres occultes. On n'a jamais trop su comment, mais voilà, c'était magique. Alors Et surtout, je te coupe tout de suite, ne dis rien de ce qui se passe après 1999, s'il te plaît. je ne dis rien de ce qui se passe Ah ouais, après, ouais. 1999, sans problème, mais quand même, Ouais, je t'ai coupé, pardon. non, il y a pas de problème. Et donc ces guerres occultes, c'est ce qui donne un peu de piment. Il y a le sel, puis il y a le piment. Le piment, c'est qu'en fait, on n'est pas tout puissant, puis il y a quand même, des vrais adversaires, humains, pas forcément tous humains et qui viennent, donner une adversité, intéressante là-dedans. Et en plus, il y a c'est divers parce qu'il y a beaucoup de chiffres, de nombres ou de chiffres dans Néphilim. On va trouver les 22 arcanes majeurs, on va trouver les 4 arcanes mineurs, c'est lié au tarot. Bon et donc vous verrez dans cet univers, tout est symbole, hein, comme disait Baron Lost, tout est symbole en permanence. Donc et les personnes qui ont écrit ça, qui étaient une foultitude d'auteurs, hein, avec le temps qui sont passés, ont toujours cherché à faire des liens analogiques. Assez intéressant. Voilà mes 2 et puis, je vais passer maintenant à alors on a parlé pas mal d'ésotérisme, de mythologie, donc je vais plutôt passer maintenant, si vous voulez bien, aux thèmes fondamentaux de Néphilim. On va plonger un peu dans le cœur de l'univers et en par reparlant un peu des grands thèmes, qu'on a déjà parlé, la guerre occulte, l'immortalité, les quêtes initiatiques. Donc effectivement, on en a parlé en disant, ce qui nous fascinait le plus. Mais maintenant, je vais demander d'être un peu plus large et de vous demander peut-être les 5-6 thèmes, mais sans creuser dedans, que qui sont pour vous assez caractéristiques de Néphilim, alors sans forcément se répéter, et que vous avez pu exploiter dans des scénarios ou des campagnes. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand il y a un thème, c'est comment on l'exploite narrativement, hein, parce que c'est bien l'or, mais là, on est là pour faire du jeu de rôle, quoi, on est là pour jouer. Et donc, voilà, vous, les thèmes que vous utilisez, je sais que Carthage en a déjà dit, j'ai noté un peu, quand il a parlé, l'effet Mnénos, l'histoire. Heu et donc dans une approche qui est de dire: «Est-ce que vous écrivez aussi vos scénarios?» On va revenir un peu sur vous et donc quels sont les thèmes que vous exploitez? Et puis peut-être si vous utilisez les campagnes ou les scénarios du marché, les thèmes que vous préférez. Et Baron Roche, je te propose de commencer, cet exercice sur cette question. Ouais, alors moi, j'ai envie de commencer par une anecdote. Alors je sais pas, là je pars sur un truc, je sais pas si je retomberai sur mes pattes et si je répondrai à ta question, mais j'ai envie de raconter ça parce que, moi en 92, ou un petit peu plus tard quand, Néphilim est sorti, j'avais la chance d'habiter pas loin de chez Multisim, qui était encore, le premier éditeur de Néphilim qui était encore, passage du Clos Bruneau, je crois, Ah dans le pareil, 5e exactement. arrondissement à Paris. Mmh. Et un jour, je me suis lancé. Je me suis dit: «C'est pas possible, ils sont là, à côté, il faut que je les rencontre». Et un jour, j'ai été carrément taper à la porte de Multisim et ils m'ont accueilli avec, beaucoup de bienveillance. Je me sentais un peu comme la petite, midinette, devant son idole et c'est, Frédéric Weill, s'il nous écoute, je ne sais pas s'il se rappellera de cet épisode, mais on était sortis et il était allé, m'offrir une bière dans le pub, dans le bar à côté et on avait discuté au moins pendant 1 heure ou 2 peut-être, je crois même, c'était, assez intense, des anecdotes sur Néphilim et tout ça. Puisque, moi, il faut dire que Néphilim, à cette époque-là, j'avais la vingtaine d'années, hein, quand j'ai lu ce livre,
et que ce livre, en fait, était tiré, en fait, de révélations, que, un certain personnage du nom du duc de Saint-Amand, avait faites aux auteurs. Et comme si c'était une sorte d'initié, en fait, qui avait, appris des choses, des secrets à ces 2 auteurs qui, plutôt qu'en faire un livre, en ont fait un jeu de rôle. Et ça, c'est assez incroyable. Et donc moi, en parcourant le livre dans la première édition, je n'avais de cesse, en fait, de me dire: «Mais est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que ce qu'ils appellent l'histoire invisible dans ce jeu, qui est en fait toute cette histoire secrète, occulte, cachée aux humains, qui se passe depuis des millénaires, des dizaines et des dizaines de milliers d'années, est-ce que tout cela est vrai?» Un peu, justement, comme dans Le Pendule de Foucault où, moi qui étais aussi un fan invétéré de Philippe Cadic, dans ces univers où on ne sait jamais où se situe la frontière entre, la réalité, le rêve, et je me disais: «Mais est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que le duc de Saint-Amand existe?» et et donc c'est des questions que j'avais posées à Frédéric Weil, un des 2 auteurs. Et alors c'est génial parce qu'il jouait un peu sur le truc et puis on sentait bien qu'on était dans un jeu de l'esprit, on s'amusait de ça. Mais, pour ce qui concerne les Templiers, parce qu'il faut savoir, évidemment que ce genre de société secrète, existe, hein. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie ou des Rosicruciens qui sont, en fait, des sociétés discrètes, hein, qui existent, qui ont pignon sur rue. Mais je parle bien, en fait, de résurgence des Templiers et cetera, puisque eux-mêmes, en fait, avaient été, contactés par ce genre enfin, par des néo-templiers ou je ne sais quoi, pour savoir si enfin, ils essayaient de s'intéresser aux auteurs, pour savoir si eux-mêmes étaient des initiés. Et là, donc, moi, on nageait, en fait, dans tout ce que j'aime dans l'imaginaire, moi, c'est cette frontière ténue, très floue entre le réel et l'imaginaire. Et donc moi, si j'ai plongé là-dedans, c'est justement aussi après pour mes joueurs, leur faire ressentir combien en fait ce jeu n'en est peut-être pas un vraiment. Ou en tout cas, il permet, un cheminement, et j'en reviens peut-être à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais à une quête personnelle, une découverte de soi à travers le jeu et une découverte, aussi de l'histoire et des mythologies et cetera. Et ça, c'est un point important pour moi dans ce jeu de rôle parce que moi, j'ai toujours préféré dans le jeu, heu, sentir qu'en fait, que je ne passais pas du temps seulement à me divertir, mais que aussi j'apprenais des choses. Avec des films, on a parlé du dictionnaire des symboles, des guides touristiques pour visiter la Bretagne ou un château, un pays, peu importe. Et c'est cette dimension, intellectuelle, cette dimension historique aussi qui est d'une richesse pour moi qui n'existe pas dans d'autres jeux. Alors on peut peut-être l'avoir dans l'Appel de Cthulhu parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de recherches, on peut l'avoir dans Maléfice, on peut l'avoir dans plein d'autres jeux. Mais, dans des films, voilà, ces thèmes que sont les sociétés secrètes. Ah, on a parlé des 21 arcanes majeures tout à l'heure, mais dans Néphilim, il y a aussi, les 4 arcanes mineurs évidemment, hein. Le denier, le bâton, aidez-moi les gars, L'épée, la l'épée l'épée et la et la coupe, coupe. voilà, qui sont en fait les Rose-Croix, les Templiers, les Mystes et la Synarchie. Alors là, c'est justement peut-être ça qui est, de fascinant et en tout cas qui moi personnellement m'intrigue le plus, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les Rose-Croix, elles existent ou les Rosicruciens comme s'appellent eux-mêmes, les Templiers, allez savoir, les Mystes, bon, la Synarchie, moi j'ai toujours, associé avec, l'ultralibéralisme à l'américaine, avec, un contrôle technologique, le cyberespace et cetera. Enfin voilà, on touche à des domaines c'est-à-dire que là, on se rend compte combien Néphilim, touche à énormément de choses. Moi, il y avait toujours des gens qui disent: «Ah mais moi je préfère Vampire». Et moi j'avais l'impression que Vampire, en fait, c'était un des thèmes compris dans Néphilim. Que les Sélénimes d'ailleurs étaient bien plus, avaient une envergure bien plus vaste, bien plus large que les vampires comment dire? d'Anne Rice. Un sélénime est une richesse incroyable, il ne se nourrit pas que de sang. Alors il faut savoir que les humains ont en eux une énergie qu'on appelle le Cas-Soleil, qui permet aux Néphilim de s'incarner, en eux et que ce Cas-Soleil serait soi-disant véhiculé quelque part dans le corps, de l'être humain et peut-être, pourquoi pas, dans son sang. Et c'est pour cela qu'il y aurait des sélénimes, effectivement, qui s'abreuveraient du sang des humains pour, en fait, s'approprier leur Cas-Soleil, puisqu'ils doivent nourrir leur noyau de ténèbres
et ne pas sombrer dans l'eutropie. Donc effectivement, il y a pu y avoir des sélénimes qui étaient des vampires, qui suçaient le sang, mais le casse-soleil, c'est aussi les émotions, c'est aussi, le la force d'âme, des humains, et c'est pour cela que moi je découvrais dans des films et dans le supplément Sélénime, notamment, qu'un sélénime pouvait tout aussi bien s'abreuver du casse-soleil des humains en étant dans une salle de concert ou un stade de foot, en se gorgeant en fait des émotions, des humains, et c'est là aussi que je trouve ça, que je trouve extraordinaire, c'est la notion du casse-soleil. Je trouve que c'est peut-être aussi cette façon à la Néphilim de décrire, l'âme humaine, l'esprit, la conscience, je ne sais comment l'appeler, et donc tu demandais les thèmes qui peut-être moi je mets le plus souvent en avant, et bien c'est bien ça, ce sont les arcades mineures, le lien des Néphilim aux humains. Et comment certains Néphilim peuvent considérer les humains depuis Prométhée. Quelle longue histoire, hein. On a l'arcane majeur, l'arcane 1, l'arcane du battleur qui ont cette compassion, cet amour des humains. Il y en a d'autres par contre qui ne peuvent pas les piffrer, et parmi les arcanes mineures, il y a aussi des nuances. On n'a pas que des templiers bourrins, on n'a pas que des rosicruciens, manipulateurs. Voilà, il y a tout ce panel, cette richesse aussi du rapport entre les néphilim eux-mêmes et les humains, le casse-soleil. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que, On revoit les thèmes et c'est ça. effectivement, sur lesquels tu t'appuies pour tes scénarios. Alors je me tourne vers Carthage et toi, quel est ta voilà, les thèmes que privilégiés quand tu fais un scénario, t'écris ou ce que tu veux faire jouer? Alors, ça dépend de mes joueurs. Je dirais que je suis guidé, c'est partagé. Donc, j'ai des joueurs qui sont très scientifiques. Donc, je pense que ça de particulier à ma table, c'est qu'ils vont faire tout un tas d'expériences. Et si je me mets à telle distance, qu'est-ce que je vois et pourquoi le cas il disparaît et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Et ils m'ont poussé à faire un modèle, physique un petit peu, tu vois? Limite on dirait un truc de physicien, parce que tu as une approche quand même dans les films qui est une approche magique, qui essaye de comprendre les champs magiques, comme si on était scientifique. L'alchimie participe un peu de la même chose. Mais mes joueurs, à force de faire des expériences et pour garder de la cohérence, ils m'ont poussé à réfléchir: «Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça?» donner des explications et à la fin tu construis ton modèle. Donc je dirais les champs magiques, l'écosystème entre le cas-soleil, les cas éléments, les autres cas bizarres, pourquoi, l'auricalque ça attaque pas le cas-soleil et pas la lune noire, mais les autres éléments, voilà. Tu te poses tout un tas de questions et du coup, de fil en aiguille, bah, tu construis un modèle qui tient le coup et du coup, tu t'appuies et tu l'as créé avec eux, quoi. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est un des gros trucs de mes campagnes. L'autre gros thème, c'est tout l'arc irlandais, là, irlandais, celtique. J'ai commencé à faire jouer le souffle du dragon, les Arthuriades, et puis j'ai un joueur qui a fait toutes ses incarnations en Irlande, donc de l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui. Il a passé sa vie en Irlande, donc j'étais obligé de fouiller tout l'arc irlandais. J'étais pioché dans le lore, hein, tout ce qui concernait l'Irlande, et du coup, moi j'ai un gros arc là-dessus. Et l'autre gros arc aussi, c'est sud-américain. Je suis fan d'Amérique du Sud depuis tout petit, là, depuis que j'ai vu les Cités d'Or quand j'étais jeune, ça m'a fait rêver, ça m'a projeté dans le royaume Inca et tout. Et du coup, j'ai un arc avec les disques Maya, et donc sur ces disques Maya justement, il y a 5 noms qui sont gravés souvent. 5, ça fait écho à 5 éléments, 5 choses. Donc du coup, de fil en aiguille, on a construit avec ce qu'il y avait aussi dans le lore pour rester compatible et tout, voilà. Donc c'est un des thèmes abordés là-dessus. Bien sûr, ça va toucher je veux pas spoiler, mais aux habitants locaux là qui sont un peu spéciaux. Donc j'ai des joueurs qui sont un peu hybrides et je fais jouer maintenant la campagne depuis, j'ai 2 groupes et ils jouent depuis 2-3 ans. Donc ils commencent à avoir beaucoup de background là, et donc c'est les gros thèmes que j'ai abordés avec eux, donc l'arc celtique, l'arc sud-américain, et puis j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont très créatifs. Ils vont avoir plein de projets, et c'est un des trucs que je veux dire au MJ, c'est que si on a des joueurs créatifs, il y a tellement de choses à faire à Néphilim que du coup, en tant que MJ, ils vont dire: «OK, le scénario là, tu le mets de côté, moi mon personnage il va partir dans la quête, pour aller retrouver son épée machin, le focus bidule», et c'est tellement riche que du coup, tu peux surfer avec eux sur tout ça. Donc c'est une richesse, c'est pas évident quand tu es un MJ débutant,
Ça, je suis complètement d'accord. Par contre, quand tu commences à un peu comprendre le lore, comment ça marche et que tu as un petit peu d'expérience, c'est vraiment un bonheur, je pense, pour tous les MJ de surfer là-dessus, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, c'est les thèmes, Et bah, passionnant parce qu'effectivement on a 2 MJ, quand j'écoute, c'est du Néphilim, hein, mais c'est pas exactement la même approche et alors moi je vais donner ma vision et alors moi je fais alors là je vais faire du franco-français même si j'ai pas toujours vécu en France et moi les thèmes que j'adore, c'est explorer l'histoire française avec le prisme, de Néphilim. En fait, c'est une excuse Néphilim pour aller explorer l'histoire de France. Et alors, je joue le Souffle du Dragon, mais j'en ai joué d'autres, avant, et c'est pour moi toujours, un grand plaisir. Alors, c'est 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 des thèmes historiques. Moi, je tourne autour de l'histoire. J'adore, tourner autour de l'histoire et finalement me dire: «Tiens, pourquoi à un moment donné l'histoire a retenu ça? Pourquoi il s'est passé ça?» Alors on peut toujours l'expliquer avec, l'histoire, on va dire exotérique, l'histoire, que tout le monde connaît et puis essayer de trouver des raisons pour lesquelles en fait c'était autre chose et on nous cache la vérité, peut-être pas, on ne sait pas la vérité, mais c'est une autre raison et c'est pour ça qu'il y a des aberrations historiques, parce qu'il y a des aberrations historiques et des êtres exceptionnels comme Alexandre, prenons Alexandre ou Napoléon, enfin on pourrait expliquer avec bonheur, qui est Napoléon dans l'univers des Néphilim et je trouve justement que les auteurs ont été particulièrement malins, c'est qu'ils n'ont pas tout expliqué et les auteurs ont laissé, suffisamment de flou pour que chacun y crée ce qu'il veut et donne des explications plus ou moins, ésotériques et néphilimesques, si je peux me permettre l'expression, à ça. Donc voilà, moi les thèmes que j'aime bien explorer, c'est l'histoire, donc le Souffle du Dragon, je fais un peu de pub pour notre campagne sur Time to Roll. On fait à la fois, la Bretagne moderne. On est après 1999, donc je vais pas déflorer, mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais on fait beaucoup de parties dans la Britannia, la Bretagne d'Arthur Pendragon et donc je reviens sur les effets mnémos qu'on déclenche. Donc ouais, très très historique, on y retrouve et c'est peut-être un point, je pense commun, j'ai essayé de noter les points communs. En fait, il y a une soif de sapience dans les MJ. Ah la sapience, un mot de savoir, La sapience. d'éducation, et je pense que c'est une caractéristique commune aux joueuses de Néphilim, c'est qu'on aime globalement s'interroger sur le monde qui est autour, pour s'intéresser culturellement à des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres, directement. Et donc c'est un jeu qui a une certaine exigence. Carthage l'a dit 2 fois, c'est un jeu qui a une certaine exigence parce que, bah, c'est pas juste, faire un dungeon crawl ou, voilà, une partie de l'appel de Cthulhu où on sait qu'on va faire une recherche en bibliothèque et puis après il y aura un monstre et cetera, même si j'adore Cthulhu. Il peut y avoir beaucoup plus et on peut se laisser guider par les joueurs donc, on se retrouve je pense sur ce point de sapience, c'est intéressant et ça me permet de rebondir sur une question parce qu'on a abordé qui étaient les Néphilim. Les Caïms avant dans le passé, ça s'appelait les Caïms avant la chute, la déchéance. Maintenant, c'est des Néphilim, c'est des déchus, ils doivent s'incarner dans des humains et moi, je voudrais vous poser une question qui est très simple, presque basique, c'est quoi pour vous la force du concept de ce Néphilim, en fait? Et je parle pas du jeu en général, hein, je parle de la créature, je vais l'appeler créature, je sais pas comment on le dit. Pour certains, c'est des dieux, pour d'autres, c'est des démons. Et voilà, donc Carthage, je te poserai cette question. C'est quoi, toi, finalement, la particularité du Néphilim? Et peut-être aussi, ça rebondit à un point qu'on avait abordé un peu plus tôt, la difficulté de jouer, à ce type de personnage et ça me permettra de répondre à la question de Baron Loss qui me disait: «Est-ce que mes joueurs jouent des personnages différents de ce qu'ils sont?» Et on commence par toi, Carthage, si tu veux bien. ouais, c'est une question difficile ça. Eh ouais. Baron Lance en avait déjà parlé, hein. On joue pas des humains, donc se mettre dans la peau de quelque chose qui n'est pas humain, déjà, je pense que c'est assez compliqué. Donc on va se ramener quand même à des choses qu'on connaît et moi, c'est pour moi, en fait, il y a
plein de choses qui sont antagonistes quand tu es Néphilim. Par exemple, tu es un Néphilim du Battler. Tu adores les humains, par contre, tu es obligé de t'incarner dans un humain et donc t'as une vie humaine en moins, quoi, quelque part. Tu es toujours sur une espèce de quête de rédemption. Donc en fait, je pense que ton personnage, c'est un cheminement. C'est pas juste j'ai un personnage, c'est pas c'est un chemin en fait, ce personnage. C'est ça pour moi qui est important. C'est ce que j'ai voulu refléter par exemple dans le système, c'est que quand tu crées ton personnage, tu vas avoir des époques d'incarnation qui vont orienter à chaque fois ton personnage et comme tu l'as dit, hein, c'est une quête initiatique. Ton personnage va évoluer et pour moi, ce qui fait la richesse de ce personnage, c'est cette évolution. C'est vraiment ce qui fait la différence avec d'autres jeux. OK, à Donjon, tu es passé du niveau 1 au niveau 19, mais ça raconte pas une histoire. Un Néphilim, tu vas prendre toutes tes époques d'incarnation, tu donnes ça à un conteur comme Baron Los, il va pouvoir te prendre ça et puis il va te raconter une histoire, je pense, assez facilement. Donc voilà, pour moi, le personnage de Néphilim, c'est une histoire, c'est pas des stats et voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais donner, mon avis avant de passer la parole à Baron Hollows sur, justement ce que c'est qu'un Néphilim et ma vision. Alors moi, j'ai une vision, un Néphilim, c'est un déchu. À chaque fois d'ailleurs, je dis à mes joueurs: «Vous jouez des déchus». Des gens, enfin, c'est des créatures qui ont été extrêmement puissantes, peut-être des dieux, hein, et qui sont quasiment plus rien. Ils ont potentiellement tout oublié et donc c'est ça qui les rend quelque part humaines. C'est qu'à force de vivre avec les humains et d'avoir tout oublié, et ben, ils ont oublié que c'était des dieux et donc de plus en plus, ils bleed, c'est-à-dire qu'ils commencent à être des ouais et à certains à être ils trahissent un peu les leurs quand ils sont du battleur. Là, je donne un peu des avis de MJ. Pourquoi ils font pas comme la Maison Dieu et ils cachent tout? Donc pour moi, c'est des créatures qui ont perdu énormément de leur sapience, de leur énergie magique. Ils sont dans une quête de la Lagarta, mais qui est certainement une quête perdue d'avance pour la plupart. Ils ont vu leurs compagnons, dissiper dans les guerres élémentaires, ils ont vu leurs compagnons tués ou dissipés dans les champs magiques par des arcanes. Donc leur vie est quand même compliquée, hein, c'est pas une vie de toute puissance, mais c'est aussi des créatures pardon, qui tuent des humains pour survivre. Car ma vision du Néphilim, c'est que quand ils rentrent dans un simulacre, le simulacre est détruit, psychologiquement, spirituellement. Alors d'aucuns vont me dire: «Oui, mais il y a le pendu, il y a des arcanes, plutôt qui respectent le simulacre», mais la minorité et donc on va jouer des créatures déchues, des créatures qui sont en quête d'un passé peut-être qu'ils ne récupéreront jamais et en étant obligés quelque part pour survivre de parasiter l'humanité. C'est des parasites quand même, ça reste des parasites de l'humanité, je suis désolé, je vais le dire comme ça. Alors est-ce que c'est les humains qui ont parasité les caïms à l'époque et voilà, le juste retour des choses? Donc c'est des créatures difficiles à jouer parce qu'on peut pas imaginer, jouer ça et en plus, on joue quand même des gens qui ont une moralité qui pourrait être considérée comme douteuse. On se rapproche un peu de vampires, hein, sur ces trucs-là, on va explorer des thèmes, qui sont des thèmes sombres, voilà et moi j'aime beaucoup, quand j'ai un nouveau groupe de joueurs ou joueuses, leur demander assez rapidement quelle est leur vision de l'humanité et c'est assez étonnant que la plupart des joueurs, vont vite se rendre compte qu'en fait ils exploitent l'humanité, voilà et que la vie humaine n'a pas forcément de valeur pour les Néphilim parce qu'elle est instantanée alors que les Néphilim sont multimillénaires. Donc voilà, les Néphilim, c'est pas des gentils pour moi, mais c'est loin de là. C'est même dans une moralité purement judéo-chrétienne, je les classe plutôt, dans le mal, par rapport à l'humanité, mais ils sont dans leur survie et on va jouer des survivants, des gens qui vont essayer de survivre et de réévoluer. Donc voilà, pour moi, ma vision des Néphilim. Attendez pas à jouer de l'héroïsme, heroic fantasy, magicien, puissant et cetera. Ça va être, la jouer des déchus et qui vont essayer de remonter. Mais il faut savoir que la plupart du temps, on remonte et on est retourné en stase et on repart pour un cycle et en fait, on a tout perdu et donc bis repetita. Donc c'est dur. Enfin, c'est pas un jeu où on va s'attendre à jouer des personnages omniscients, omnipotents, à moins qu'on arrive jusqu'à Lagartha, mais ça, ce n'est qu'une légende. Baron Los, ton avis sur la question?
Et quand tu étais en train de parler, évidemment, moi j'attendais ou je me disais peut-être que je le placerai après, mais tu as parlé vraiment, tu as nommé le terme de parasite, parce que ce sont effectivement ce qu'ils sont, puisqu'ils volent l'existence, d'un humain. Ils le relèguent au tréfonds de son subconscient. Alors, moi je pense qu'il ne n'efface pas, sa conscience, il ne détruit pas sa conscience, elle est endormie et il est comme dans une espèce de coma, hein, puisque dans les moments, d'ombre, c'est-à-dire les moments où, parce qu'il y a, un échec critique sur, une science occulte ou alors, pour différentes raisons, X ou Y, l'humain reprend le contrôle sur le néphilim, ça veut bien dire que tout à coup, il se réveille, il reprend conscience comme quelqu'un qui sortirait du coma. Et donc effectivement, ce sont des parasites, mais de là à les voir, vraiment comme des créatures, un peu, mauvaises ou, en fait, il y a tellement de nuances possibles et je pense qu'il y a autant de nuances possibles chez les néphilim qu'il peut y avoir, de nuances chez les êtres humains, tu vois? Puisque, heu, quand tu prends l'arcane majeur de l'amoureux, ils ont cette fascination pour les humains, pour le simulacre qu'ils incarnent. Et donc il y a justement cette espèce de alors, ils par nature, ils sont des parasites et ils n'ont pas le choix puisqu'ils doivent, leur survie dépend en fait de l'incarnation. Mais il y a, aussi, 30 000 manières de concevoir l'humain qu'ils habitent, tu vois? Et le néphilim en soi, c'est là où c'est hallucinant parce qu'en fait, ils dans la mythologie, dans les légendes, ils sont partout. Et c'est là la grande force aussi du jeu, c'est qu'il y a cette interprétation via le jeu de tous les grands mythes de l'histoire, de toutes les légendes, hein, les elfes, les lutins, enfin, les salamandres, les ondines, les minotaures, les djinns, tout ça en fait, ils sont présents dans toutes les mythologies, les légendes. À commencer donc par cette citation, biblique, hein, de la Genèse, chapitre 6 verset 4, hein, qui est le seul, chapitre et seul verset que je connaisse de la Bible et que je pourrais citer presque par cœur, enfin que j'ai su un jour, mais là, en ces temps-là, quand les hommes se multipliaient, patati patata, ils sont dans la Bible. Alors il faut savoir que dans la Bible, ils sont, dans certaines traductions appelés les géants, mais je crois que c'est dans la Bible de Jérusalem qu'ils sont texto cités en français comme les Néphilim, qui est un pluriel, hein, en hébreu, Néphilim, les déchus et en ça, on se rend compte là tout à coup que, ce sont, oui, des sortes de dieux ou en tout cas c'est comme ça que les humains les ont, conçus, au fil du temps puisque par leur pouvoir, ce qu'ils, peut-être aussi des échanges, violents ou pas, hein, ça a pu être aussi, des échanges, comment dire? D'enrichissement, mutuel, hein, on pense à Akhenaton, l'époque d'Akhenaton, enfin, heu, ils sont partout et on peut pas s'empêcher, par exemple, quand on regarde tous les vieux mythes assyriens avec, les Anunnaki, hein, quand on parle de Prométhée, on peut pas, citer, son frère Épiméthée, hein et Prométhée, quand on sait que c'est celui qui a offert le feu aux humains, mais Prométhée, c'est le nom grec, mais le porteur de lumière, son autre traduction, c'est quoi? C'est Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est Satan et en fait, les Néphilim sont partout, tu les vois partout dès que et c'est ça, la encore une fois, la grande force du jeu, c'est que chaque mythe, chaque, légende, peut être interprétée sous le prisme de Néphilim. Tout à l'heure, Carthage, tu parlais des Aztèques et cetera. Moi, quand j'ai découvert l'interprétation, du mythe, aztèque, les sacrifices sanglants, qu'il fallait faire pour ne pas que le soleil s'éteigne, hein, c'est ce que faisaient les Aztèques. Ils faisaient des sacrifices humains sanglants pour alimenter, en fait, le soleil. Mais évidemment, quand on parle du soleil et de sang, on se dit que derrière les croyances, rituelles, enfin des Aztèques, des Mayas, et il y a des sélénimes. Vous voyez? Donc en fait, c'est 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 tellement vaste, les films et tellement, ça offre tellement de possibilités d'interprétation, tellement de possibilités de jeu, tellement de manières pour les joueurs d'interpréter leurs personnages. Et moi, je persiste à penser que, le joueur finit toujours par reprendre, comment dire? Enfin, chasse le naturel et revient au galop. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une affinité particulière avec l'eau, je pense qu'à un moment donné, il aura peut-être du mal à se comporter comme un Pyrrhim, un Néphilim du feu, s'il joue un Pyrrhim. Et par exemple, j'ai envie de vous poser la question, toi, naturellement, Kylian, par exemple, Artache, je te demanderai après, si tu étais un élément,
Diane? Ah, c'est une très, très bonne question et je pourrais éluder. Alors, il faut savoir que j'ai très peu joué à Néphilim, j'ai plutôt, maîtrisé, donc je saurais tous les éléments. Non, je suis l'eau, sans Ah! aucune ambiguïté. Et ton Heu, signe astrologique, c'est quoi? Sagittaire. Ah, c'est l'air ça, je crois. C'est Étonnant, ouais. et voilà, moi j'ai toujours eu un affect, pour les personnages, qui sont autour de l'eau, mais encore une fois, j'adorais jouer, le feu, ouais, j'aime bien jouer les différents. Moins la lune parce que c'est plus compliqué pour moi de jouer un peu les lunatiques, donc ouais, moi j'aime bien et par contre, la question, elle est, on va la poser à Carthage aussi l'élément. Elle est aussi tu pourrais poser la question: l'élément est ton arcane majeur de référence si tu en as une? Et c'est intéressant et moi je répondrais: l'arcane majeur de référence, c'est l'impératrice et je vous laisse dans le doute, pour les auditeurs et les viewers de, quelle est la philosophie de l'impératrice et je passe du coup le flambeau prométhéen à Carthage pour répondre à la question de Baranlos. Alors sans nul doute, je pense que je serais Pyrrhim, donc Néphilim du feu, pour la créativité, l'énergie, voilà, tout ça. C'est après pour, l'arcane majeur, c'est compliqué. Peut-être le chariot pour l'aspect, technologique. Techno? Ouais, ou l'amoureux pour l'aspect, amour de l'histoire et de passer, quoi. Et Baranlos alors? Tu nous poses la question mais, tu t'en Ouais. défileras pas de donner la réponse. Eh bien, moi, je pense que j'aurais été aussi vers l'eau, mais il y en a un qui m'intrigue, plus que tous les autres, c'est la lune. C'est le rêve, c'est l'illusion justement et si j'avais eu l'occasion parce que moi non plus j'ai jamais été joueur, hein. J'étais joueur une fois avec un ami qui, m'avait dit: «OK, c'est moi qui vais masteriser la campagne, Loa» Oui. et pour le coup, j'avais joué un Sélénim, donc je n'ai jamais joué un Néphilim, mais j'ai joué un Sélénim. C'est donc un Néphilim de la lune au départ qui est, devenu un Sélénim. Mais ouais, j'ai cette affinité moi, avec l'imaginaire, avec, le rêve, l'illusion, et cetera et je trouve que la lune permet peut-être, j'ai envie de dire, c'est celui qui contient tous les autres, quoi. On peut se permettre d'agir comme un Pyrrhim, même quand on est un Onirime. On peut se permettre de jouer, comme un Néolim, et cetera voilà et pour l'arcane majeur, j'hésite. Parce qu'il y en a une avec laquelle j'ai et en tant que MJ, j'ai eu, beaucoup à réfléchir évidemment, c'est la force et quand on connaît l'arcane majeur et quand on connaît le prince de la force, hein, moi qui suis, bon, mon fils s'appelle Arthur, hein, je vous le confie, je vous le confesse, vous comprenez? Je Hem, comprends. quelle passion je voue, au fait, à ce roi, à cette période. Mais j'hésite aussi beaucoup avec l'étoile. J'adore l'étoile, l'arcane 17. Et alors, ça pose beaucoup de questions aux viewers ou auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle et c'est ça qui est bien avec Néphilim, c'est que pour savoir, il faudra se renseigner. Mais je pense que nous reviendrons certainement dans une émission à venir sur, tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer. Hem, je voudrais parce qu'on s'était dit qu'on allait tenir dans un temps raisonnable, je je voudrais avant qu'on passe sur une conclusion, si aujourd'hui donc on a expliqué, hein, l'univers, les thèmes, donc je pense que voilà, ça illustre pour beaucoup, de des auditeurs les thèmes de Néphilim. Il y a plusieurs éditions, à Néphilim, il y en a 5 techniquement, hein, 5. Heu, moi, je voudrais dire si aujourd'hui il y a un nouveau MJ ou une nouvelle joueuse ou joueur qui viendrait, j'ai, peut-être 2 questions pour vous. Quelle édition vous conseilleriez? Peut-être en termes de règles ou de lore, sans forcément rentrer dans les détails, mais peut-être sur la simplicité, parce qu'on là, on va parler peut-être débutants, hein, qui rentrent dans l'univers. Et puis, quel scénario ou campagne vous conseilleriez de jouer ou de faire jouer pour rentrer en douceur dans un univers qui, tout le monde a compris, est foisonnant et qui mérite, je reprends la phrase de Carthage, quand on va au restaurant, et il y a beaucoup de choses, on commence, par des plats qui nous disent le plus et après on pourra tester plus tard, le reste de la carte. Donc, Carthage, je te pose la question, toi, si l'édition de Néphilim que tu conseillerais à un MJ ou à des joueurs débutants et puis le scénario ou la campagne, que tu conseillerais aussi? Mmh.
Alors pour l'édition, je pense que la dernière, c'est quand même elle est vraiment jolie. Elle a essayé de faire une synthèse de pas mal de choses. C'est pas mon édition de cœur parce que moi, c'est la première sur laquelle je suis tombé. La 2 est très bien pour si vous pouvez la prendre. Je pense qu'il y a du bien dans toutes les éditions. La 3, je sais qu'il y a des MJ qui aiment pas trop, mais je la trouve très synthétique. En tout cas, en peu de pages, il y a beaucoup de choses et si, on est MJ, qu'on a besoin d'avoir une idée un petit peu holistique sur tous les films, au niveau du lore, en tout cas, le guide du MJ est, je pense, regroupe beaucoup d'informations. Mais aujourd'hui, je pense que je conseillerais la 5. Et en tant que pour commencer, je pense qu'en scénario comme Les Veilleurs, c'est vraiment pas mal parce que ça introduit doucement dans un petit village français. Il se passe des choses, il y a des petits secrets. C'est un peu un huis clos, hein, dans un coin de la France. On a quelques thèmes comme les effets dragons, comme le Caïba. Donc, je pense que c'est pas mal pour commencer. Moi, je conseillerais un scénario comme celui-là. La Tombe à la cruche à l'eau, mine de rien, il fait apparaître un personnage qui est quand même important pour la suite, et cetera. Donc, mine de rien, c'est pas n'importe qui. En plus, il y a les thèmes liés à d'autres trucs qui interviennent. Donc, voilà. Je pense pas que ce soit pour les débutants non plus. Donc, voilà, ça cache pas mal de choses. OK. Donc je récapitule, donc tu as parlé, de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. J'ai mis pour les viewers, hein, j'ai mis sur l'écran, les couvertures. Je prends la parole, Baron Loss, et je te laisserai, conclure sur ce point-là. Il faut faire attention, ces éditions sont pas toujours disponibles comme ça, en papier, il faut les trouver, dans les brocantes ou ailleurs. Elles sont plus en vente aujourd'hui. Donc c'est des éditions qui ont évolué et qui sont toujours quand même, à part la quatrième, enfin, il y a peut-être des moments où ils sont un peu perdus, chez les éditeurs. Ouh là là, je vais me faire lyncher. Donc moi je vous dis la dernière édition que je vais vous montrer la dernière édition, parce qu'elle est très belle. Par contre, faut être honnête, ça coûte un bras, hein, donc voilà. Le bouquin de base, il coûte pas très cher, mais avec le bouquin de base, vous avez pas de campagne. Donc là, je vous montre, hein, sur, les images, il y a les 3 saisons. Je sais plus combien ça m'a coûté, mais 1 rein et demi, mais Un je suis un rein, là, pour le passionné. coup, c'est ça. Voilà, on peut le dire, et il y a tout, il y a la totale, et d'ailleurs, ils se sont arrêtés, hein. Il y aura pas plus que la saison 3, et il y a pour des milliers d'heures de jeu, et peut-être même, plus que des milliers d'heures de jeu. Donc moi, je conseille d'acheter juste, si vous voulez débuter, vous achetez, le livre de base, Néphilim Légende. Ça, je sais plus combien ça coûte, mais ça doit être dans les 50 €. Vous le trouvez en magasin, et vous avez les règles et le lore, je trouvais pas mal. Si vous avez de la chance de tomber sur la deuxième édition, moi je suis un grand fan de la deuxième édition que j'ai, qui explique bien aussi le lore, sachant que édition après édition, on avance dans le temps. C'est-à-dire que la première édition, c'est les années 90, début des années 90. La deuxième, c'est plutôt 1996, et puis après, on va arriver sur des éditions qui étaient, après la révélation, et cetera. Enfin, donc ça, le lore va évoluer, au fur et à mesure des éditions. Sur la campagne ou sur le scénario, moi, je peux que conseiller, j'abonde dans le sens des Veilleurs de Carthage. On l'a fait jouer sur Time to Roll, donc si vous êtes MJ débutant, c'est peut-être aussi, au moins vous avez un exemple. C'est du huis clos, et donc ça permet effectivement de limiter les acteurs occultes et les antagonistes, avec des belles découvertes, je trouve, dans ce scénario. Moi, je conseille Les Veilleurs, et d'ailleurs, je pense qu'il avait été fait pour ça, à la base. Dans la cinquième, il y a d'autres, il y a d'autres, scénarios d'introduction, Veilleurs, et puis si vous voulez sur une campagne, Le Souffle du Dragon, il a été fait à la base pour découvrir l'univers, et les premiers scénarios, sont, extrêmement bien, structurés, simples, et vous permettent, alors par contre, il faut un peu de temps, hein. Le Souffle du Dragon, c'est une campagne, hein, donc c'est pas 3-4 séances comme Les Veilleurs, mais je le conseille, donc faites, Les Veilleurs, puis après, si vous aimez, attaquez Le Souffle du Dragon. Et une fois que vous avez fait ça, vous connaissez le lore, et puis vous pouvez vous lancer vers pléthore, mais on en parlera dans une autre émission, de toutes les campagnes
qu'il peut y avoir et parce ils abordent des thèmes différents. Je parle trop et je passe la parole à Baron Loss sur son conseil et surtout ton édition préférée. Ça m'intéresse ça. Oh oui, et bah, comme Carthage, en fait, moi, j'ai cette édition de cœur, hein, qui est la toute première évidemment, et cette deuxième qui est sortie, quelques années plus tard, qui venait compléter justement toutes les questions qu'on pouvait, se poser, sur la première, mais sans trop y répondre non plus, parce qu'il y avait justement ce parfum de mystère qui planait avant, que n'arrive la troisième édition, qui se passe donc, au-delà de 1999, hein. Et ce sont des éditions, moi, la 3 et la 4 en fait, qui sont sorties et tu vois, en fait, ça couvre, pas mal d'années, ces années pendant lesquelles moi je n'ai pas joué du tout. Donc j'ai vu passer de loin la 3 et la 4, et ensuite, donc quand la cinquième est arrivée, 30 ans plus tard, j'étais heureux en tout cas de voir qu'ils étaient revenus aux fondamentaux, hein, quelque chose qui s'approchait d'assez près du système, basic role playing, hein, le Chaosium, avec du dessin, parce que les V3, V4 je crois étaient sur un tout autre système et je déteste moi me plonger dans des règles, Chaosium c'était Stormbringer. J'étais content d'ailleurs quand j'avais découvert la V1 de Nephilim parce que c'était Chaosium comme Stormbringer. Donc ça m'arrangeait bien. Je pouvais me concentrer que sur les mystères de Néphilim et le premier bouquin en plus c'était, c'est par rapport à ce qui sort maintenant dans les jeux de rôle avec des pavés monstrueux, était assez fin, hein, il y avait mais très dense et le deuxième, je crois même encore aujourd'hui, je ne dois pas avoir lu tout, la totalité de la V2. C'est tellement riche et donc je me suis arrêté là et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec mes joueurs, je joue avant, les années 2000. Hein, et d'ailleurs tu parles de scénario, je leur ai fait jouer leur premier scénario, eux qui ne connaissaient rien de Néphilim, qui était donc ce scénario «T'en vas la cruche à l'eau», paru dans un Casus Belli, je ne sais plus lequel exactement, que vous pouvez d'ailleurs si vous avez envie, découvrir, dans l'Actual Play là sur, la chaîne Baron Loss et qui est en plus en fait un scénario extrêmement, intéressant parce que c'est un scénario d'éveil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial pour un premier scénario, c'est que vos Néphilim, vos joueurs, ils vivent cet éveil. Alors qu'est-ce que c'est l'éveil? Il faut savoir en fait qu'entre 2 incarnations, les Néphilim sont enfermés dans un objet qu'on appelle, une stase, qui est un objet auquel ils sont liés. C'est à la fois leur refuge et à la fois leur prison. Ils peuvent y passer des siècles sans pouvoir, en sortir et s'incarner à nouveau dans un humain. Moi, j'ai un joueur, en fait, sa dernière incarnation avant d'arriver à Paris en 1995, c'était, la Gaule, la Gaule en -50, hein, à l'époque Astérix, on va dire. Et donc, imaginez, l'arrivée du Néphilim, à Paris en 95 alors que lui débarquait de Lutèce, hein, et des forêts des Carnutes. Bref, oui, je pense que c'est un bon scénario d'initiation pour vivre un éveil, sortir les Néphilim de sa stase, sortir des limbes, retrouver, l'incarnation, découvrir à travers la vision K du Néphilim, le K-soleil des humains et celui, vers lequel ils vont se diriger pour l'incarner, le parasiter comme on a dit, hein, le voler l'existence et ça, c'est hyper marquant pour des joueurs parce que là, ils se rendent compte vraiment de ce qu'est d'être, un Néphilim, hein, c'est-à-dire une créature surnaturelle qui incarne un humain. Donc voilà, je pars sur la V1, la V2. Alors je sais que dans la V3 ou la V4, il y a énormément de révélations, ce qui m'a, d'ailleurs un peu déçu parce que comme j'ai loupé beaucoup, beaucoup de campagnes, j'ai pas joué à Almogawir, hein, qui est une grande campagne aussi, je crois de la V3. J'ai loupé tellement de choses que je me suis dit: «Oh, je suis complètement largué» et finalement, même en tant que MJ, moi, j'aime découvrir les choses petit à petit. Donc comme je suis resté bloqué, dans ma tête, à ces premières et deuxième éditions, je suis toujours, moi, sur le voile et c'est pour ça que dans la cinquième, les Ferozenkreuz et tout ça, qui en plus a, dans les règles, une couche de complications rajoutées par-dessus, mais qui est génial en soi, hein, qui est génial en soi par rapport justement au On en nouveau reparlera de ça. ah oui, oui, il faudra en parler. Bref, moi je joue dans les années 90 et là pour le coup c'est génial parce que les joueurs, les personnages n'ont pas, de téléphone, pas d'internet, pas de GPS, à l'ancienne et là pour le coup, je trouve ça génial. Mais j'ai envie de parler vite fait aussi peut-être pour,
ceux qui voudraient entrer en douceur dans Néphilim et peut-être pourquoi pas jouer avec, leurs enfants, alors plutôt ados, hein. Il y a, tout récemment, un jeu qui est sorti là, qui était, en crowdfunding et qui est disponible je crois, bientôt en boutique, qui s'appelle Le Legs de Saint-Aimon et ce jeu en fait s'inspire de l'univers, de Néphilim, enfin il s'inspire même pas, il est dans l'univers de Néphilim, mais là on va pas jouer des Néphilim, on va pas, rentrer dans le gras du lore, trop brutalement. On va jouer des humains, des ados qui sont en vacances, chez leurs grands-parents et qui, à la manière du Club des 5 ou le Clan des 7, enfin ou à la Goonies, vont découvrir des choses et qui, les mèneront sur le terrain justement de l'univers de, Néphilim. Donc c'est peut-être une bonne entrée en matière pour de jeunes joueurs, jeunes MJ et ou pas, puisque moi je n'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer et donc voilà mon conseil pour ce qui est des éditions, des scénarios et de l'entrée, dans cet univers, hein. Alors, je me permets de rebondir sur le legs de Saint-Aimon, dont tu viens de parler et il sera prochainement en Actual Play sur Time to Roll et Ah! peut-être Actu, mais il sortira, que dans 3 semaines, les premiers épisodes. Ouh là là, attention, Ah, je ça c'est le déplore, scoop, c'est le c'est le scoop de scoop. la soirée, j'ai mis une Ah, petite c'est le scoop. image Pour le final, là, tu fais fort. et tout est enregistré, donc ça sera la série de l'été sur Time to Roll. Voilà, je fais un peu de ouh là là, je fais un peu trop de pub. Allez voir, Tombe à la Cruchalo, sur, la chaîne de Baron Los. Allez aussi, soutenir, Carthage, qui, il fait des messages sympas sur Foundry VTT quand il, met à jour le système parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à jouer. Moi, je vais vous proposer, peut-être, parce que le temps passe malheureusement trop vite, peut-être en conclusion, là que j'ai écrit pas mal de choses pendant l'heure et presque et quart sur lesquelles on a parlé. Néphilim, c'est un jeu à part, hein, exigeant, parfois exigeant, mais toujours d'une richesse incroyable, hein, pour ceux qui prennent un peu de temps de s'y plonger. Moi, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous aura donné envie de redécouvrir, de découvrir cet univers assez unique. Que vous soyez, vétéran, des arcanes majeures, simple curieux de l'occulte. On compte sur vous tous les 3 parce que c'est un essai, hein, cette émission, pour nous dire en commentaire ce qui vous attire, le plus dans Néphilim. Les sujets que vous aimeriez, qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Ça peut être des points de lore, ça peut être les arcanes, ça peut être d'autres visions, des retours sur des scénarios emblématiques. Heu, Si vous êtes passionné par le jeu et vous en avez envie d'en parler avec nous, vous nous écrivez, vous venez sur le Discord de Time to Roll ou vous écrivez à Baron, ou Carthage qui est sur, le serveur de la fonderie ou la fonderie, pardon. Et puis nous, on aimerait beaucoup faire intervenir des invités pour partager d'autres visions de l'univers, parce qu'il y a d'autres visions de l'univers. Donc, je vais faire un grand, grand merci à Baron Los et à Carthage, parce qu'ils ont des emplois du temps, chargés et vraiment, je vous remercie d'avoir pris, ce temps-là. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure et quart. Pensez à liker, à vous abonner. Gardez l'œil ouvert, car le monde est bien plus étrange qu'il n'y paraît. Et Baron Los, un petit message pour, la fin? Bah, j'espère qu'on aura un petit peu piqué la curiosité, des joueurs ou des MJ qui ne connaissent pas ou peu cet univers et qu'on aura fait plaisir à nos confrères MJ, qui eux, hein, peut-être le connaissent, mieux. Néphilim, il faut dire vraiment que c'est vraiment ce jeu qui invite en fait à ralentir, à regarder l'invisible, et peut-être aussi à questionner le réel. Là, on pourrait partir peut-être dans une émission, philosophique, métaphysique et tout ce qu'on veut, mais je trouve que justement en cela, c'est peut-être un jeu qui est peut-être plus actuel que jamais, quoi. Eh bien, merci. Carthage, le mot de la fin pour toi. J'ai pris un plaisir, immense à parler de Néphilim, dans cette émission sponsorisée par l'Arcane du Denier, donc
J'ai hâte de vous retrouver, de retrouver peut-être d'autres maîtres du jeu, d'autres visions, de partager sur ce jeu qui est une passion et qui est une richesse incroyable. Donc je pense que cette richesse viendra peut-être aussi, bon, ça vient des joueurs, hein, donc toutes ces histoires, ça permet aussi de faire vivre ce jeu qui a plus de 30 ans, hein, quand même, hein. Il y a pas beaucoup de jeux qui sont aussi vieux. Donc 30 ans de jeu, c'est quand même quelque chose et c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi, d'actualité. Donc voilà, moi je suis très, très heureux de cette soirée en tout cas. Merci, Kylian, merci Baron Los. Ah, merci à vous, les Merci. gars. Grand Merci plaisir. et comme on dit à chaque fois, la suite, la prochaine fois.